suis Alexandre Garabédian, je dirige la rédaction de l'AGFI. Je suis très heureux d'animer cette table ronde dédiée à l'évolution de la gestion de patrimoine et son entrée dans une nouvelle ère de patrimoine augmenté, avec à mes côtés pour en discuter, dans l'ordre donc, Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'Epsor. Vous êtes une plateforme d'épargne salariale et d'épargne retraite. Bonjour. Pierre Marin, directeur général de Rockfi, vous proposez une nouvelle expérience de la gestion privée et du family office. Bonjour à tous. Stéphane Dauté, vous êtes directeur général d'Odonatex et vous proposez une solution d'IA pour les distributeurs d'épargne. Bonjour. Et Benjamin Chemla, vous êtes cofondateur et directeur général de Shares, une plateforme d'investissement. Bonjour. Alors, vous allez d'abord nous expliquer comment la technologie, aujourd'hui, et notamment l'IA, permet d'offrir à la clientèle de masse un conseil qui autrefois était réservé à la clientèle très haut de gamme. On va commencer par vous, Stéphane Dauté. Oui, je dirais simplement que la clientèle de masse, pour investir, ils ont besoin de connaître et d'avoir confiance. Et en l'occurrence, l'IA peut résoudre les problématiques qui tenaient à l'industrialisation du conseil de qualité dans l'industrie, donc du coup pour rendre l'épargne accessible au plus grand nombre et le conseil de qualité accessible au plus grand nombre. L'IA, avec sa capacité à générer du coup des conversations avec les épargnants, à enrichir aussi la connaissance des distributeurs sur leurs clients, permet d'aller plus loin que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ça génère beaucoup de données nouvelles. Alors évidemment, ça génère de nombreuses données. En fait, dans l'idéal, s'il y avait un conseiller disponible pour chaque client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout où le client est et quand il en a besoin, ce serait génial. Mais ça n'existe pas parce que ça coûte trop cher. Donc effectivement, on va capter des conversations qui n'avaient pas lieu jusqu'à présent. Pierre Marin, qu'est-ce que vous constatez de votre côté? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, peut-être pour donner le contexte, ce qu'on fait avec Rockfi, c'est un travail de CGP ou de family office. Donc on essaie d'aider des clients fortunés à faire fructifier leur épargne. Quand on parle aux clients, il y a deux problèmes qu'ils nous disent. Le premier, c'est « j'ai pas assez de temps de conseil ». Et le deuxième, c'est « vous me faites une allocation type au début et pendant 10 ans, il ne se passe rien ». Donc on voit l'IA d'abord comme un levier de productivité, en disant un conseiller probablement passe 80% de son temps à faire de l'administratif, comment on peut inverser ce rapport pour qu'il passe 80% de son temps avec son client, donc du conseil. Et le deuxième sujet, c'est du suivi. Un conseiller qui a 150 clients n'a pas le temps de lire chaque jour les lignes de son client. Donc on voit l'IA comme un super assistant pour que, de manière dynamique, l'allocation d'actifs soit personnalisée au client. Jusqu'où elle permet de qualifier aujourd'hui le profil d'un épargnant? Je pense que mon voisin de droite aura une très bonne réponse, une réponse bien plus pertinente que la mienne. C'est pas comme ça, c'est pas le sujet qu'on cible aujourd'hui. Sur le profilage de risque, aujourd'hui, on a un conseiller qui fait ce travail. Donc on n'utilise pas l'IA. En revanche, ce qui est intéressant, c'est comment on a une adéquation dynamique entre le risque du client et son allocation. Enfin, pour donner un exemple, le principal risque en cas de crise, et c'est une année perturbée cette année, c'est qu'il y a un client qui nous a dit « moi, je veux une allocation prudente », et que les valeurs qu'on lui a mis, par exemple de l'or, deviennent une valeur risquée. Et donc, on voit l'IA comme un assistant au service du conseiller pour en permanence ajuster son profil avec son allocation. Du coup, je complète. Nous, en fait, il y a deux façons de voir les choses et l'IA a un rôle. Déjà, on peut intégrer un questionnaire dit de profilage directement en mode conversationnel. Donc déjà, ça, c'est une des possibilités. On l'a prototypé, ça fonctionne. Donc, plutôt que de remplir des cases, on répond à des questions et c'est bien plus agréable. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire tourner des algorithmes d'analyse du profil comportemental sur les conversations existantes. Et ça, du coup, on le fait. C'est ce qui nous permet, du coup, de qualifier les conversations qui se passent sans le conseiller, puisqu'elles se passent entre le client
et un agent conversationnel. Mais du coup, sur une console, le conseiller voit l'analyse qu'on a faite avec nos IA comportementales de profil comportemental, le profil de risque de l'investisseur. Benjamin Chemla, comment vous intégrez-vous dans ce process-là? Nous, ce qu'on a trouvé intéressant, en fait, après avoir démarré en 2021 sur une plateforme B2C, donc on a créé avec Shares un néo-courtier, on a pas mal évolué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 70% à peu près d'adoption des fintech par les utilisateurs et les investisseurs en Europe. Mais quand on regarde les dépôts et les encours, en fait, en réalité, 99% des dépôts et des encours sont plutôt chez des acteurs legacy, des acteurs historiques. Et donc, quand on parle d'IA et d'innovation, de parcours, il faut aussi avoir au démarrage en fait une infrastructure et une structure de données qui soit compatible avec ces innovations produits, parce que sinon, derrière, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous, c'est ce sur quoi on s'est attaché ces 3 dernières années, en essayant de rentrer en profondeur dans l'infrastructure financière, en essayant d'innover sur la chaîne titre pour créer quelque chose de compatible avec justement les nouvelles technologies. Et derrière l'IA, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de prudence à avoir. C'est-à-dire qu'à la fois, ne pas en avoir, c'est suspect, en avoir trop, c'est suspect également. Donc il faut trouver cette espèce de juste entre-deux, où l'IA vient augmenter les services financiers, vient augmenter par exemple les opérations, pour faciliter typiquement des cas d'agents IA qui viennent regarder des pièces qui sont demandées aux utilisateurs, etc., pour préqualifier un certain nombre de choses, pour rendre la tâche de l'humain, évidemment, augmenter, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et efficace. Alors, on voit en tout cas chez nous peu encore de cas, notamment dans nos interactions avec des grands comptes, dans le cadre d'appels d'offres par exemple, où on a des acteurs financiers de premier plan qui sont confiants pour laisser un investisseur en direct interagir avec une IA pour prendre des décisions de A à Z sans intervention humaine. Et est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont assez rétifs au changement, ou est-ce que c'est tout simplement une réticence qu'ils ont constatée chez leurs clients? Ce qui expliquerait que 99% encore des actifs soient chez des acteurs établis. Vous-même, vous avez pivoté du B2C vers le B2B. Vous avez constaté une réticence du client particulier envers ces outils ou pas? On a pivoté du B2C vers B2B et aujourd'hui on a à peu près autant d'encours que Revolut sur Shares, alors qu'on aurait été incapable d'arriver à ce stade-là si il en avait été autrement. Donc c'est évident qu'aujourd'hui il y a une confiance envers les institutions traditionnelles qui est importante, qui ne va pas disparaître. Donc c'est ce sur quoi nous, évidemment, on mise et on table. Et donc on vient plutôt proposer des outils modernes et innovants à des acteurs de place très traditionnels. Est-ce que les IT très traditionnels de ces acteurs-là, les legacy core banking systems, sont des freins aujourd'hui à l'interfaçage d'acteurs comme vous? Je pense qu'il faut laisser mes camarades répondre, mais c'est en tout cas notre présupposé chez Shares et ce qui a expliqué notre évolution récente. Oui. Ouais. Une réaction là-dessus chez Benjamin, on ne vous a pas encore entendu. Une réaction là-dessus peut-être, et c'est que je pense dans la dimension de conseil et de pédagogie qu'on peut apporter aux utilisateurs, c'est surtout sur la dimension front et la dimension relationnelle. Et donc en fait les nouveaux acteurs comme nous se positionnent principalement sur cette partie-là. L'infrastructure qu'il y a derrière a tendance à toujours suivre. Alors évidemment il y a des systèmes un peu legacy qu'il faut adapter, mais plus derrière dans la dimension traitement pour gérer les allocations sur de la rapidité d'exécution ou autre. Mais ce dont l'utilisateur et l'épargnant a besoin et ce sur quoi le digital dans un premier temps, parce que l'IA c'est assez récent, mais en fait avant l'IA il y a eu des robots advisors qui sont arrivés sur le marché du conseil. Nous typiquement chez Epsor en épargne salariale et en épargne de retraite on a été les premiers à le faire, et l'idée c'est d'amener du conseil et de la pédagogie aux épargnants qui jusqu'à présent en fait étaient un peu écartés de ces sujets-là. Et je pense qu'aujourd'hui à la fois ce que le digital a permis et l'intelligence artificielle le permet aujourd'hui dans une dimension beaucoup plus importante, c'est amener davantage de monde aussi à s'intéresser à son portefeuille, à s'intéresser à la gestion de son portefeuille, là où avant c'était peut-être effectivement
effectivement réservé seulement à une partie de la population plutôt soit avertie sur ces sujets-là et qui s'y intéressait, soit avec un patrimoine qui faisait qu'elle pouvait s'y intéresser. Aujourd'hui, on peut bénéficier avec des solutions comme celles que nous on avait développées, mais que d'autres acteurs développent, de conseils et d'accompagnement, quelle que soit, on va dire, sa situation patrimoniale. Et l'IA permet justement, et nous on le voit avec ce qu'on a développé et qu'on est en train de développer chez Epsor, d'adresser ces sujets de conseil en masse. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 250 000 épargnants chez moi. Je ne pourrais pas les conseiller si je n'utilisais pas du digital et de l'IA. Et peut-être ajouter par rapport à l'adoption, effectivement, cette adoption des grands acteurs qui est lente, parce qu'il y a des vrais enjeux, sécurité des données, fiabilité, etc. Mais en fait, en parallèle, les particuliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur ChatGPT pour avoir du conseil financier. Et ça, c'est pas un petit mouvement, c'est un mouvement massif, et en particulier, évidemment, des jeunes générations. Donc à un moment donné, il y a, je pense, les deux facteurs qui vont se rencontrer. Et quelque part, pour les institutions financières, si elles veulent garder leurs clients et les données de leurs clients, eh ben, en fait, c'est de déployer, elles, des systèmes IA, certes très fiabilisés, très sécurisés, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus conforme, mais qui, du coup, offrent un nouveau canal de relations clients. Parce que sinon, les données vont partir chez nos grands amis américains. La promesse, vous l'avez un peu évoqué aussi, c'est de sortir un peu de placements très traditionnels, alors qu'ils doivent toujours figurer dans une allocation d'actifs, et puis d'aller vers des choses un petit peu plus variées, des actifs privés, des actifs tokenisés, peut-être demain, sans même parler de crypto. C'est quoi l'état de l'art aujourd'hui là-dessus? Est-ce qu'il y a encore un défi technologique pour intégrer ce type d'actifs-là dans les solutions que vous proposez, ou est-ce qu'on est plus sur de la pédagogie? Benjamin, et puis peut-être... Alors, sur ce sujet-là, je pense effectivement il y a une dimension pédagogique qui est importante et un sujet aussi lié aux infrastructures, mais je laisserai peut-être Benjamin là-dessus a davantage à dire que moi. Mais effectivement, certaines typologies d'actifs aujourd'hui dans des chaînes de traitement un peu historiques d'acteurs traditionnels, on a du mal à pouvoir les traiter correctement, ou alors elles sont traitées avec des opérations manuelles. Donc il y a quand même un enjeu à ce niveau-là. Il y a un enjeu réglementaire aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire sur des classes d'actifs un peu nouvelles. Mais pour moi, il y a surtout un vrai enjeu, comme je l'ai dit précédemment, qui est un enjeu pédagogique d'amener les épargnants individuels vers ces classes d'actifs-là et de leur faire comprendre et de leur faire comprendre la place qu'elle doit avoir dans une allocation globale, de ne pas forcément effectivement aller chercher un conseil sur ChatGPT, mais d'être correctement conseillé pour aller vers cette classe d'actifs-là. Et aujourd'hui, en tout cas, chez nous, chez Epsor, on s'adresse davantage à une population retail, mass affluente, mais qui n'est pas forcément extrêmement averti sur ces sujets. Leur parler d'actifs tokenisés, leur parler d'actifs non cotés, leur parler d'actifs réels ou autres. Ce que viennent chercher les gens avant tout, c'est un produit qu'ils comprennent et un produit qui va leur apporter un certain rendement. Et donc la dimension pédagogie est pour moi la plus importante. Et encore une fois, sur cette partie-là, les outils comme l'IA peuvent permettre, en tout cas, d'apporter des réponses à certaines questions quand on a une IA qui est effectivement entraînée sur ces sujets-là et qui peut apporter les réponses que nous, en tant que conseillers en investissement financier, on a envie d'apporter à nos clients. Juste un mot, une réflexion. Moi, ce que j'observe depuis le démarrage de notre aventure à Shares, finalement, c'est un phénomène assez intéressant, avec d'une part le développement à grande vitesse de la gestion passive, ou en tout cas d'instruments plus passifs, la réduction assez significative du coût des marges sur les produits d'investissement, avec de moins en moins de frais de gestion et une concentration avec des mastodontes comme BlackRock, Amundi, etc. Donc on a moins de marge en fait sur les produits.
Et donc, ça, c'est un impact forcément sur le distributeur, qui du coup a forcément un incentive qui est impacté. Et de l'autre côté, et c'est ça notre positionnement, des coûts opérationnels qui restent très forts. Et donc, je pense que nous, en tout cas, l'enjeu, c'était de réduire les coûts opérationnels en favorisant l'automatisation, en favorisant des infrastructures nouvelles. Et c'est en ça que s'inscrit, à mon avis, l'IA aujourd'hui. Il y a un double enjeu, il y a le conseil, mais je pense qu'on ne pourra jamais substituer totalement une IA à une personne physique, à une interaction humaine, pour des raisons même d'ordre psychologique. Pas seulement d'inadéquation du conseil, il peut être très bon le conseil, une IA peut donner un bon conseil, mais je pense que si on prend une masse, sur la masse affluente des épargnants, il y a un besoin d'être accompagné, c'est extrêmement psychologique. En revanche, l'IA et la technologie peuvent vraiment favoriser la réduction des cost of sales, des opérations, pour libérer du temps dans cet espace de marge assez restreint, comme décrit avec la massification de l'asset management, pour que ce soit rentable d'accompagner un client à quelques centaines de milliers d'euros, par exemple, parce que tout le reste ensuite va aller très vite et va fonctionner de façon automatique. Si je reviens juste sur l'élargissement de l'allocation d'actifs à ces actifs, notamment le non-coté, qui est quand même la grosse tendance des dernières années, Pierre, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Ouais, alors quelques chiffres. En France, c'est 1% des actifs qui sont sur le non-coté. C'est rien, quoi. Aux US, sur des segments de population qui ont au-dessus d'1 million, ça monte jusqu'à 30%. Donc il y a un décalage très fort. Je ne sais pas si c'est lié à l'IA, mais il y a un décalage très fort qu'on voit sur la partie non-cotée. Donc non-cotée, pour le bénéfice de tous, c'est des actions qui ne sont pas cotées en bourse. Donc ça peut être de la dette privée, ce qu'on appelle du private equity, potentiellement des club deals immobiliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Enfin, déjà, est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Ça dépend du profil. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à faire du long côté. Je pense que le sujet, c'est comment on booste, comment on dynamise le portefeuille de chacune et chacun ici. Et c'est vrai que historiquement, là où le côté va sortir 6-7% de rendement, le non-coté va sortir le double. On est à peu près à 12% sur les 10 dernières années. En moyenne, je vois des hochements de tête par ici, par là, mais en moyenne, c'est 12%. Ce qui est intéressant dans le non-coté, c'est que le premier quartile des fonds double la performance de la moyenne. Le premier quartile de fonds non-coté, c'est 24% de performance moyenne. Je ne sais pas s'il y a un hochement par là, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu de sélection des fonds non-cotés. Et donc, c'est là où, effectivement, le sujet, c'est est-ce qu'on fait appel à un professionnel ou est-ce qu'on le fait soi-même? Et effectivement, chez Rockfi, et je pense que ça sera partagé dans ce panel, c'est l'intérêt de se faire accompagner pour aller sur du non-coté. Ouais. On reviendra sur effectivement le rôle de l'humain et de juste la digitalisation, l'IA, le 24/7. Est-ce que ça ne crée pas l'illusion chez un investisseur d'une liquidité permanente, y compris pour des produits qui ne le sont pas? On a vu il y a 3 ans chez SVB que quand il y a eu un bank run chez SVB, la banque californienne, et la fuite des dépôts a été accélérée par la digitalisation de la clientèle. Est-ce que c'est un sujet qui vous inspire ou pour l'instant vous laissez ça de côté? Non, j'allais dire, encore une fois, l'illusion de liquidité, on peut l'avoir parce qu'effectivement, on rend accessible potentiellement des classes d'actifs qui sont un peu complexes et qui nécessitent d'être comprises à des gens qui potentiellement ne sont pas avertis sur les produits financiers et qui peuvent aller vers des produits où, en allant dedans, ils vont pas avoir compris qu'ils sont potentiellement bloqués pour les 5 prochaines années, pour les 7 prochaines années. Le vrai sujet, je pense, il est là, il est un peu différent sur ce que tu mentionnais sur SVB, où effectivement, on est plus sur un usage. Le digital a fait que les gens sont allés retirer massivement. Pour moi, l'illusion de liquidité que peut avoir un épargnant, c'est on lui met en avant un produit sur lequel on lui fait une promesse de rendement. Il fait abstraction du fait que ça va être bloqué pendant 7 ans en voyant que la promesse de rendement et à un moment donné il revient vers vous en vous disant j'aimerais bien récupérer, c'est pas possible. Et donc c'est là où il y a un besoin d'accompagnement, encore une fois c'est un peu ma marotte, mais d'accompagnement et de pédagogie des épargnants sur ce sujet-là. Peut-être pour compléter,
il y a une réflexion intéressante autour du biais cognitif sur justement le besoin de liquidité. Enfin, je ne sais pas, dans cette salle, si on vous demande, je sais pas, si vous avez 1 million d'euros, combien vous avez besoin de garder en liquide, je ne serais pas étonné qu'on se dise 20, 30, 40%. En fait, quand on regarde les chiffres, sur 10 ans, le besoin de liquidité, c'est de 10% en moyenne. Donc c'est assez largement en dessous de ce que pense un épargnant. C'est qu'on a un besoin de liquidité qui, en fait, n'est pas nécessairement le cas. Et pourquoi c'est impactant? Parce que ça veut dire que peut-être qu'on a intérêt à davantage immobiliser son épargne sur des supports comme le non-coté et avoir des meilleurs rendements. Et ce biais-là, si j'ai de le raccrocher à la thématique de l'IA, peut être potentiellement objectivé par un agent externe. Il y a toute une partie qui concerne, on va dire, l'administratif, les reporting, la connaissance client, les formulaires, comme on le disait tout à l'heure. Et puis le reporting, ça participe aussi de la pédagogie, quelque part. Là, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste encore à faire pour traiter ces choses qui sont à la fois réglementairement obligatoires et coûteuses, qui ne rapportent pas forcément beaucoup derrière? Je vais bien commencer cette réponse, si ça vous va. Il y a quand même un constat dans le marché, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en banque privée ou en banque tout court, vous recevez un rapport papier ou en PDF en mars sur des chiffres de décembre, et entre-temps, il y a un président qui a décidé de bouleverser l'ordre mondial. Donc il y a une chose qui ne marche pas aujourd'hui, c'est que la fréquence du reporting n'est pas la bonne. Déjà, numéro 1, c'est qu'on veut avoir accès à une information en direct. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il y a un point de fiabilité. En fait, on ne comprend pas les reportings. On vous envoie 80 pages, alors toute l'information y est, mais si on pose demain la question à un conseiller de combien j'ai gagné ou combien ça m'a coûté, la réponse, étonnamment, c'est un chiffre, et étonnamment, on vous envoie 80 pages. Donc sur le reporting, je pense qu'il y a un besoin, et je pense que ce panel, et c'est ce qu'on veut faire aussi par Rockfi, c'est-à-dire qu'on veut apporter un vent nouveau avec un reporting qui soit instantané et simple. Où à un instant T, en tant qu'épargnant, je peux savoir combien j'ai gagné, combien ça m'a coûté, et si je veux regarder dans une classe d'actifs plus complexe comme les produits structurés ou le non-coté, je peux savoir exactement quelle est la valeur de ma performance. Et ça, je l'ai aujourd'hui? Si vous allez chez Rockfi, oui. C'est ce que je vous souhaite. Mais le gros du marché, c'est pas le cas. On est d'accord. Benjamin? Je suis assez d'accord avec l'instantanéité du reporting. Moi, je le vois alors sur mon métier de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, où il y a des reportings réglementaires obligatoires qui arrivent tous les ans et qui sont produits par les assureurs et par les teneurs de compte, parce qu'on a des assureurs et des teneurs de compte derrière nos produits qui sont produits tardivement, et donc c'est un vrai sujet. Et du coup, il y a un besoin côté utilisateur, et effectivement, nous, on a développé, et là, l'IA aide grandement. On a développé un reporting qui est disponible en un clic, mais surtout qui est augmenté. Ça, c'est quelque chose qu'on a changé en fin d'année dernière, justement, qui est augmenté avec de l'IA qui vient, au-delà de l'information très statique d'un reporting, analyser un certain nombre de données en lien, puisqu'on apporte des conseils en allocation, et donc qui vient dans le reporting donner des recommandations en fonction des écarts qu'il peut y avoir avec une allocation cible qui avait été prédéfinie, et qui, en fonction de la situation personnelle, va même pousser à reprendre un rendez-vous avec un conseiller chez nous pour réévaluer sa situation et potentiellement derrière bénéficier d'un autre conseil. Donc le reporting peut lui aussi être un reporting non plus statique, mais un reporting augmenté avec une composante d'analyse et pas simplement en fait une synthèse de chiffres, mais vraiment une analyse qui va potentiellement derrière amener à des actions d'un épargnant sur son patrimoine. Oui, vraiment personnalisé d'un épargnant à l'autre. Exactement.
Un mot sur le sujet du reporting. On est toujours sur le même sujet, la même problématique. Quand on est sur des actions, on a des market data qui sont accessibles, qui sont évidemment faciles, sur lesquelles on se plug et elles sont mises à jour de façon instantanée. Quand on est sur des fonds listés, on peut avoir aussi fonds d'info, etc. Enfin, on peut avoir accès à ces données-là. Ce n'est pas le cas sur l'ensemble des produits. Donc l'enjeu, c'est que pour produire un reporting, encore faut-il savoir les valeurs liquidatives des fonds, etc. etc. Là, nous, ce qu'on a construit justement en utilisant un peu d'IA, parce que c'est un outil qui est précieux. Donc on s'est interfacé avec des dizaines en épargne salariale, des dizaines d'asset managers qui ont des fonds qui ne sont pas forcément listés, qui sont des fonds dont les valeurs liquidatives en fait dépendent et varient. Donc chaque fonds a ses propres règles, et donc on va utiliser l'IA pour aller chercher justement ces données-là, ces valeurs liquidatives, pour de façon instantanée et simultanée pouvoir produire ensuite derrière les reporting. Donc là, ça c'est typiquement un business case où c'est intéressant, une fois qu'on est interfacé avec tous ces asset managers, d'aller récupérer cette data pour de façon instantanée produire des reporting. Mais alors vous avez quand même un décalage, non? Enfin, les reportings ne sont pas faits, les valeurs reportings sont faits à la dernière VL. En fait, dès qu'une VL change, le reporting est Ouais. impacté, mais sinon ils sont faits à la dernière VL connue et exprimés. Mais ça, malheureusement, c'est obligatoire, c'est la logique. Mais, Je veux bien dire un mot sur, non pas le reporting, mais sur le profilage, typiquement qui est vécu comme un enfer administratif et puis une contrainte pour le client. En fait, il y a une manière aussi de voir les choses, c'est de transformer cette contrainte réglementaire et qui a toute sa place en opportunité. On a essayé de travailler sur le sujet en revisitant les questionnaires de profilage, en faisant des quiz gamifiés qui vont analyser non pas juste le profil de risque, mais la personnalité financière avec 35 scores, 6 facettes, etc. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que l'investisseur, quand il l'utilise, de manière générale, il est plutôt satisfait, parce qu'en gros, il apprend à mieux se connaître pour mieux investir, versus j'ai rempli un questionnaire parce que mon conseiller me l'a demandé, j'ai rien compris, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et potentiellement, le conseiller, si on parle de conseiller, peut y gagner en connaissance client. Donc, bon, c'est pas forcément vu comme ça par l'industrie. Il y a aussi un sujet d'adoption. C'est un peu nice to have aujourd'hui, mais n'empêche que l'idée peut être de transformer la contrainte administrative en formidable opportunité commerciale dans l'intérêt mutuel de l'industrie et de ses clients. Oui, parce que là, c'est sûr qu'il y a du progrès à faire là-dessus. Enfin, Ben, clairement. On tourne autour de la question depuis tout à l'heure. Hein, c'est où s'arrête la tech, l'IA, et puis où commence l'intervention du conseiller humain. Là, il y a aussi des contraintes réglementaires d'ailleurs, mais où est-ce qu'on place le curseur? Alors, on va commencer par Benjamin Pidrini. Eh bien, effectivement, je pense que l'humain reste important à la fois pour des raisons psychologiques et encore aussi pour des raisons réglementaires. Nous, on le voit effectivement sur nos usages. On a développé une IA conversationnelle qui est utilisable en chat, qui sur des sujets extrêmement basiques répond à toutes les questions, et on n'a pas de décrochage vers des conseillers. Dès lors que les épargnants viennent sur cette IA pour poser des questions relatives à leur placement et non plus à une gestion un peu administrative de leur compte, le taux de décrocher vers une demande de parler à une personne physique est beaucoup plus important. Il est même 2 fois plus important. Donc on voit que dans les usages, quand on a une IA conversationnelle, sur la partie vraiment conseil financier, les épargnants ont besoin de parler à quelqu'un. Pour autant, cette IA, elle est vraiment utile sur toute une autre partie. Et comme je le disais, encore une fois, sur la dimension reporting qu'on a développé, on est dans un schéma où on ne donne pas de conseils. On n'a pas une IA qui donne du conseil. On a une IA qui conseille de prendre un rendez-vous avec un conseiller. On n'a pour l'instant pas franchi ce cap-là de dire c'est une intelligence artificielle qui produit le conseil financier, à la fois oui pour ces raisons on va dire psychologiques et pour les raisons réglementaires aussi. Chez Rockfi, c'est la même chose? Oui, je vais dans le sens de Benjamin. Peut-être un chiffre quand même sur le marché des encours en France, 99% est intermédiaire et 1% c'est des pure players digitaux. Donc il y a quand même une tendance, il y a une réalité qu'aujourd'hui il y a une grande majorité des personnes, peut-être vous, nous, qui souhaitons parler à quelqu'un.
Après, il y a eu peut-être une étude qui est intéressante là-dessus, faite par McKinsey, qui catégorise les profils de conseillers de clients par besoin. Et pour simplifier l'étude, il y a un profil type qui dit « Moi, je veux gérer mon épargne tout seul et pas cher ». Je ne sais pas si certaines se retrouvent dans ce profil, mais peut-être que ces profils-là sont très à l'aise avec une IA et une application purement tech. Il y a 3 autres profils qui nous disent, là aussi, pour simplifier, j'ai pas envie de le gérer, j'ai pas envie de gérer mes finances personnelles parce que ça m'intéresse pas, ou parce que j'ai pas le temps, ou parce que j'ai pas les compétences. Et ces 3 profils-là veulent et ont besoin d'un conseil. Je trouve que c'est la majorité dans l'étude des clients qui disent ça. Et nous, en tout cas, je ne vais pas revenir le sujet sur Rockfee, mais en tout cas, la conviction et la proposition de valeur de Rockfee, plutôt, c'est d'apporter des conseillers privés expérimentés, qui ont une relation de confiance auprès de leurs clients, et de mettre la tech au service de ces conseillers pour leur libérer du temps, plutôt qu'essayer de remplacer ces conseillers qui font bien leur travail. On parle aussi peut-être de typologie de clientèle un peu différente entre le mass retail, vraiment monsieur et madame tout le monde, et puis des clients de CGP qui commencent peut-être à 500 000 euros d'avoir, qui peuvent monter à 2-3 millions et qui à un moment donné vont avoir besoin quand même de parler à quelqu'un. Oui, tout à fait. Je pense que traditionnellement, on met la limite à 200, 250 000 euros. On se dit, c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à avoir donc, du patrimoine financier. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à avoir des problématiques suffisamment complexes pour avoir des problèmes et souvent pas assez importantes pour avoir des solutions en banque. Donc en effet, par montant de patrimoine, il y a des sujets qui sont différents. Et en l'occurrence, pour parler de Rockfee, on a mis le niveau à 250 000 euros pour se dire qu'on commence à servir un client parce que c'est intéressant pour lui et qu'entre guillemets, c'est rentable pour nous, en tout cas, qu'il y a un intérêt financier. Stéphane. Je suis peut-être dans le panel celui qui va parler le plus de l'IA versus l'humain, mais néanmoins, pour répondre à la question, l'IA ne remplace pas l'humain. Ce sera ma conclusion. Par contre, je mettrai des gros bémols, et moi je pense que l'IA peut être, j'allais dire, utilisée en conseil digital pour le mass market. Je ne parle pas de la clientèle type banque privée qui vient d'être décrite. D'abord, en partant d'un constat, c'est que s'il y avait un conseiller disponible et qualifié pour chaque client mass market en France aujourd'hui, il n'y aurait pas un tel besoin de conseil de la part des épargnants et il y aurait peut-être plus d'épargne qui dort qui serait investie. Donc ça, on n'est pas en train de dire qu'on remplace, on est en train de dire qu'on essaye d'apporter une solution qui vient compléter. Et le deuxième axe, c'est que donc nous, clairement, le projet, c'est de construire le conseiller digital qui parle directement aux clients mass market. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain. Parce que, comme le disait Benjamin, il y a effectivement la possibilité pour le client de choisir de prendre un rendez-vous pour le conseiller au moment où ça devient peut-être complexe et où il a besoin de plus de confiance pour passer à l'action. Et d'un autre côté, le conseiller voit toutes les conversations, elles sont même analysées pour qu'il en tire des insights qui lui permettent du coup de mieux connaître son client. Donc en fait, si je résume mon propos, c'est que moi je crois au conseiller digital IA qu'on développe et qu'on propose en marque blanche aujourd'hui. Certains acteurs y vont, ce sont les acteurs digitaux. D'autres, je pense, y viendront. Nous, notre vision, c'est que tout le monde demain, chacun d'entre nous ici, aura un conseiller digital dans sa poche et il sera alimenté par l'IA. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le projet qu'on a. Et derrière, les conditions, c'est qu'on puisse débrancher sur l'IA et du coup, sur l'humain, pardon, et du coup avoir cette fameuse relation hybride qui semble être quand même le Graal dans une relation avec le mass market. Benjamin. Je vais faire une analogie. Je pense que par exemple, dans la médecine, on peut faire énormément de choses en médecine préventive sur la base de critères objectifs, en indiquant à des gens, voilà, les tests que vous devez faire. Il y a une start-up qui se lance en ce moment qui fait un carton sur ça, en indiquant les prises de sang à faire, les choses à vérifier. Et en fait, au bout d'un moment, quand on arrive face à un diagnostic qui appelle à l'interprétation d'un professionnel, ça réoriente vers un médecin. Et donc, en fait, je pense que l'analogie, c'est un peu pareil. Je pense que ce que mon voisin de gauche dit est parfaitement juste. Il y a un besoin d'une masse importante de gens qui ne sont pas adressés aujourd'hui et qui peut être tout à fait adressé de cette manière-là.
modulo, qui est effectivement à un moment donné qu'on mette les bornes pour être capable de dire attention, là sur ce type de décision, on te réoriente vers, on te suggère d'aller en parler avec un professionnel. Des décisions importantes type, je sais pas, l'affiliation, la partie notariale, enfin voilà, il y a des sujets qui échappent à un raisonnement purement plaqué, logique, sur une base... Sur les sujets effectivement réglementaires ou de notaires, etc. Mais est-ce qu'on se dit pas ça aussi un peu tous pour se rassurer là, quand on voit la violence des réactions en début d'année sur les SAS et puis les acteurs de la gestion de patrimoine cotés en bourse qui se sont fait massacrer parce que Anthropic a sorti des solutions qui avaient l'air sympathiques. Si voilà, les gens vont déjà sur ChatGPT aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, on n'aura quand même pas des intermédiaires beaucoup plus qu'1% et sans humain? Je sais pas, nous on travaille beaucoup avec des conseillers en gestion de patrimoine. On accompagne notamment des groupes comme Cristal Laplace, pour n'en citer qu'un seul. L'année qui vient de s'écouler, c'est une année record pour le conseiller en gestion de patrimoine. Donc quand on regarde les chiffres qui sont réalisés, ils sont absolument impressionnants. Et si on les compare par rapport au self-care, etc., ils restent très significativement supérieurs. Donc, nous, on reste convaincus, si on regarde ce qui s'est passé avec Claude récemment, c'est que, par exemple, Claude peut être utilisé pour mener des analyses assez fines sur des données financières de marché. Mais encore une fois, encore faut-il les interpréter, savoir quoi en faire. On pense que c'est encore une fois dans le sens d'accompagner et d'aider et d'augmenter les professionnels de la finance plutôt que d'ouvrir des vocations à une masse affluente d'investisseurs qui travailleraient que sur de l'IA. C'est difficile de se projeter. On a tous une vision et on construit nos entreprises en fonction de cette vision. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas vrai il y a 6 mois, et ce qui sera vrai dans 6 mois n'est pas vrai aujourd'hui. Ça accélère de manière colossale, et donc c'est difficile. Donc moi, j'ai pas de vérité, Par contre, je voudrais revenir à un mot clé dans tous nos métiers, dans toute la finance, c'est la confiance. Pour qu'un investisseur passe à l'action, il faut qu'il ait confiance. Aujourd'hui, effectivement, et en particulier les plus fortunés, ils ont besoin de la réassurance d'un conseiller pour avoir confiance. Enfin, ils ont confiance dans un conseiller, et en particulier, c'est pas parce qu'ils sont fortunés qu'ils connaissent en fait. Et donc finalement, ils confient leur confiance au conseiller. Souvent, c'est quelqu'un qu'ils connaissent, etc., qui est stable. Le problème d'avoir confiance aujourd'hui pour le mass retail, le mass market, qui, on a dit, en dessous de 250 000 euros. Donc, imaginons des gens qui ont entre 50 et 250 000 euros d'épargne, ils ont besoin de conseils. C'est pas des gens qui... Voilà. Et ça peut représenter un potentiel de dingue pour toute l'industrie. Et donc ces gens-là, si on arrive à leur donner plus confiance qu'aujourd'hui, y compris avec de l'IA, sachant qu'aujourd'hui ils ont plutôt une défiance, on aura gagné du chemin. Donc je ne sais pas si ce sera totalement IA, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense que l'IA peut donner plus confiance que l'humain dirigé vers le mass market aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui dans les établissements financiers, de manière générale. Merci. Alors le thème, c'était le patrimoine augmenté de cette table ronde. On arrive à la fin. En un mot, chacun d'entre vous, ce sera quoi la prochaine étape du patrimoine augmenté alors? Benjamin. La prochaine étape du patrimoine augmenté, je pense, il y a une notion d'hybridation dont on vient de parler, qui est à la fois justement augmentée par des outils et avec ce mix d'IA et d'humain. Après, pour moi, la vraie notion de patrimoine augmenté demain, c'est le patrimoine compris. Je reste convaincu qu'on a des efforts de pédagogie et d'évangélisation extrêmement forts auprès des Français sur ces sujets-là, et que l'IA va être un vrai atout pour aller dans cette direction. Hybridation, pédagogie, Pierre? Je dirais, prenez votre patrimoine en main. Il y a beaucoup de personnes à qui je pose la question de comment tu gères ton patrimoine, et souvent la réponse c'est je suis pas le bon client, je le gère pas. Et que ça soit par l'IA parce que c'est plus simple, ou par un conseiller parce qu'on a la flemme de le faire, pardon pour la familiarité, ce qui compte c'est de prendre son patrimoine en main. Stéphane? Bon, je vais rester sur confiance. Je pense qu'on parle de techno, mais c'est le mot maître. Et Benjamin? Éducation, je suis d'accord.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous les quatre.